Bonjour. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir de venir à The Family, parce qu'on trouve toujours des gens de qualité, un endroit de qualité, et c'est juste top. En général, c'est très interactif aussi, donc on est très preneur des questions. J'ai la chance d'avoir Ali here. Bonjour, avec l'accent. Nakul et Scott. Donc ces personnes-là, on travaille chez Pars ou chez Facebook depuis plusieurs années, donc c'est assez intéressant parce qu'ils ont un vrai retour de ce qui s'est passé sur les différentes startups et entreprises qu'on pu mettre en place et profiter, on va dire, de la plateforme Facebook. Je vais commencer par une rapide introduction. Ça peut vous paraître évident, mais le monde de l'IT maintenant est mobile. Point. Période. Et c'est un ancien Microsoft qui vous le dit. Vous vous rappelez de Steve Jobs qui disait post-PC era, et c'est clair que pour la première fois, en fait, en 2014, il y aura plus de personnes actives sur des devices mobiles que sur des PC. Cette année, vont être shippés 1,3 milliard de devices mobiles contre 350 millions de PC. Donc c'est vraiment, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le monde, de toute façon, est mobile. Tablette, évidemment, 300 millions à peu près de shipments. Mobile avec les smartphones et les feature phones. Et également PC, mais au final, 300 et quelques millions de shipments, c'est surtout pour le monde entreprise. Et lorsqu'on a dit ça, en fait, on s'interroge surtout à un point, c'est que plus que le monde est mobile, le monde est mobile, c'est plutôt le monde est essentiellement nourri d'apps. Et pareil, je vais faire une référence Chris Anderson dans un fameux magazine qui disait en fait que Web is dead. Il avait dit, je crois que c'était en 2012, Web is dead. Et en fait, c'était une bonne prédiction parce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde l'usage sur les smartphones, 86% du temps passé sur un smartphone est passé sur des apps. 86%. J'ai rien contre les sites web mobiles, j'ai rien contre tout ça, mais 86% du temps est passé sur des apps. Donc si vous voulez en fait être utilisé par des utilisateurs on va dire de devices mobiles, allez vers l'apps. Et c'est vraiment un point clé parce que lorsqu'on regarde le store, à l'heure actuelle Google Play Store, ils sont 1,2 million d'apps disponibles. Lorsqu'on regarde l'Apple Store, on est à un peu plus d'1 million également d'apps disponibles. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on voit arriver des superbes apps qui crèvent le store et qui créent des éléments surprises. Manque de bol, c'est super complexe. Et on le sait, nous, chez Facebook, puisqu'il y a 2 ans, Facebook faisait 0 revenu en fait en mobile. 0. Et maintenant, on en fait plus de 63% en 2 ans. Ce qui s'appelle un pivot. Je crois qu'on appelle ça aussi chez The Family. Mais en gros, toute cette complexité autour des apps, elle est à plusieurs niveaux. Comment construire une application et que ça nous coûte le moins cher possible. Parce que c'est affreux en fait de construire une app, puisqu'il y a plusieurs plateformes et le monde en fait mobile marche en silo. Windows, iOS, Android. Le deuxième point clé, c'est qu'une fois qu'on a créé son apps, c'est super, on est super fier de son apps. Le gros problème, c'est qu'il y en a 1,5 million d'autres. Et donc il va falloir être visible sur le marché. Et troisième point, je ne sais pas si vous avez vu cette étude assez récente en fait, qui a été menée par un cabinet d'ailleurs européen. Il y a à peu près 70% des apps développeurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 500 $ par mois avec leurs apps. Donc c'est comment construire une app, comment faire en sorte que cette app soit connue, comment faire en sorte de la monétiser. C'est ce que nous, on va essayer de développer aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, la complexité qu'il y a à construire une app, c'est gérer en fait entre ces 3 plateformes. Évidemment, aujourd'hui, vous développez sur iOS. Qui développe sur iOS ? On fait des apps pour iOS. Qui fait des apps pour Android? Donc on est à moite-moite. Sauf qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde la market share, on est à peu près à 85% d'Android. Par contre, ça monétise mieux encore sur iOS. Il y a un troisième larron qui est Windows. Bon, encore une fois, venant de là-bas, je peux vous dire, ils ne vont pas abandonner le truc. Déjà, maintenant, ils ont rendu l'OS gratuit. Et ils vont continuer à investir. Le problème pour vous, c'est que vous allez être obligé de construire 3 fois les apps. Pour Windows, pour iOS, pour Android. Et c'est une sacrée galère de faire ça. Et c'est une sacrée galère à maintenir. Et encore, je n'ai pas parlé du web. Donc au niveau de l'identité, au niveau des DevTools, au niveau de l'analytics, au niveau du deep linking, au niveau de la discovery, au niveau de la monétisation, vous allez avoir des challenges. Notre objectif, c'est d'être la cross-platform plateforme. Donc en fait, c'est de vous aider à gérer, on va dire, tout ce monde de silos entre les différents OS. Parce que la force de Facebook, en fait, c'est de ne pas d'avoir d'OS. Donc on n'a pas favorisé une plateforme pour vendre du hardware. On n'a pas favorisé une plateforme pour vendre de la pub.
Nous, on peut se positionner au-dessus de tous les acteurs. Et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle avec Facebook Login, c'est ce qu'on fait avec Applinks, c'est ce qu'on fait avec Parse. Et on veut vraiment être complètement agnostique pour vous permettre de tirer au meilleur profit, on va dire, de chacune des plateformes. Il y a 1,3 milliard d'utilisateurs de Facebook à l'heure actuelle chaque mois, actifs. Il y en a 1 milliard sur mobile. Chaque mois, il y a 1 milliard de personnes qui se connectent sur Facebook sur un mobile. Encore une fois, c'est des chiffres qui ont fortement évolué. Alors, je crois qu'on est aux environs de 600 ou 650 millions qui se connectent chaque jour sur mobile. Encore une fois, on n'était pas du tout là il y a quelques années. Pas du tout là. Et on a beaucoup appris. Et le premier truc qui fait apprendre, en fait, c'est le revenu. Parce que l'IPO en fait, de Facebook, elle a eu lieu en 2012. Et en 2012, lorsque Facebook a été introduit en bourse, il y avait une vision par rapport au mobile. Par contre, il n'y avait pas de revenus. Ce qui est toujours assez bizarre lorsqu'on est en bourse. Et maintenant, vous voyez en fait ce qui s'est passé sur la partie mobile advertising. Et encore là, on a pris les chiffres de Q4 2013. Mais à l'heure actuelle, 63% de notre revenu vient du mobile. C'était 0 en 2012. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir prendre tout ce qu'on a pu apprendre durant ces dernières années et de le repartager avec vous. Et aujourd'hui, on avait des sessions à la DroidCon, par exemple, pour parler de l'open source Android chez Facebook. Parce qu'on redonne beaucoup, en tout cas on essaie de redonner beaucoup à la communauté, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue business. Ces gens-là, vous les connaissez, vous reconnaissez des logos ici, ils ont fait ce pari Facebook. Que ce soit King.com avec Candy Crush, je pense que tout le monde a à peu près joué à Candy Crush. Deuxième point, c'est Blablacar, qui est une entreprise française qui a quand même fait une petite levée de fonds à 100 millions. Deezer, qui a fait aussi une levée dernièrement à 100 millions. Et puis mon favori, Mobigame, je ne sais pas si vous connaissez Mobigame, qui est un super studio de jeu à Paris, avec Zombie Tsunami, qui est disponible sur les 3 plateformes, et qui a fait à peu près 40-50 millions de téléchargements. Tous ces gens-là, je dis bien tous ces gens-là, ils utilisent la plateforme Facebook, que ce soit à travers Facebook Login, que ce soit à travers du deep linking, soit à travers de la pub sur Facebook, ou que ce soit à travers Parse. Et notre objectif, c'est vraiment de faire connaître ces histoires-là, parce que la Next Billion Dollar Company, elle utilisera ça. Je reviens d'Israël, j'ai vu des sociétés comme Moveit, qui vient de lever 25 millions chez Sequoia, Taptail, qui vient de lever 13 millions chez Magma pardon. Toutes ces sociétés-là, elles vont sur Facebook Connect, enfin Login, pardon, et elles vont investir sur notre plateforme. Qui utilise Yo? Ah, encore. Yo, il y a eu un article dans TechCrunch la semaine dernière, ils ont envoyé 100 millions de push notifications depuis leur création. Yo, ce qui est intéressant, c'est que c'est construit sur Parse. Je ne sais pas si vous saviez. Le mec, il a mis 8 heures pour le faire. Donc Yo, c'est une application en fait, qui permet d'envoyer Yo et qui permet en réponse de renvoyer Yo. N'empêche qu'il a réussi à lever 1,2 million de dollars. Et franchement, derrière, il y a quelque chose, puisque des sociétés comme GetTaxi, qui est l'équivalent de G7, mais en version 2.0, qui est une société israélienne, bah lorsque votre taxi est en bas de chez vous, ça vous envoie un Yo de la part de GetTaxi. Et après tout, vous n'avez pas tellement besoin d'en savoir plus. Lorsque votre pizza elle arrive en bas, ça vous envoie un Yo, etc., etc. Donc il y a un business model derrière. Et il commence à y avoir des articles dans Wall Street Journal, etc., pour dire Yo, c'est peut-être le prochain Twitter. Je n'irai pas jusque-là. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que le mec, il a tout compris par rapport à j'ai une idée, je la retranscris en application le plus rapidement possible. Et ça lui a pris 8 heures. C'est un Israélien qui a fait ça. Il est parti sur Parse. Il a fait ça. Donc notre objectif, c'est de vous aider à réduire le time to market, pas seulement pour les très grosses sociétés comme on l'a vu avec Deezer, Blablacar, etc., mais avec toutes les jeunes sociétés qui ont une idée et qui veulent la mettre en application le plus rapidement possible. Donc ça, on l'a structuré en fait après. Mais ça, c'est la vision en fait de Facebook. C'est vous aider à construire des applications, à accroître votre audience et surtout à la monétiser. Et sur chacun de ces éléments, en fait, on a différents services, différents éléments de value proposition pour pouvoir vous aider à gagner de l'argent. Moi, j'ai un super job, j'ai pas de target de revenus. Ma target, en fait, c'est le nombre de boîtes qui vont lever de l'argent ou qui vont gagner de l'argent grâce à nous. C'est ça ma target. Et c'est ça notre target. Ce qui est plutôt pas mal comme job. Et vraiment, c'est ce qu'on souhaite, c'est que vous utilisez ça parce qu'on sait que ce sont les meilleurs outils pour vous permettre de gagner de l'argent et de lever de l'argent. Pour au final en gagner encore plus. Je vais laisser maintenant la main à Ali, qui va vous parler de Login with Facebook. Ali est plutôt bien placé parce qu'il a géré King.com pendant 2 ans, je crois. Donc c'est lui, les spams Candy Crush. Remerciez-le. Thank you, Julien.
It's not fair to make jokes about me in French because it's just really mean. Let's talk about Facebook Login, also known as Facebook Connect. This is proof that you can only ever name a product once, because if you change the name after 1 billion people use it, people don't know the new name, they know the old name. But anyway, so Facebook Login has become the de facto login platform on the web today, on the internet. It's used by hundreds of thousands, millions and millions of people every month to log in to apps and services that's built through Facebook. And we've made some changes to it recently to address just the sheer scale that it's kind of got to these days. And to talk about that, I think it's best to set some context and some history about how we got where we were today. So 2008, way before I joined Facebook, we launched Facebook Login. And it looked something like this. Sorry, Facebook Connect back then. Fast forward to 2010, and it was pretty successful on the web, and we decided to bring it to mobile. So we ported the experience over to mobile. Back then it was HTML5, it was slow, it wasn't very good, but it was on mobile. And then we had some pain in kind of 2010, 2011. Apps like Farmville and some of our early games really kind of abused the data that they got from users and the experience of sharing back to Facebook that those users perceived. So we realized quite quickly that users were getting scared to log in with Facebook because they didn't know what that app would then do. Would it send requests to come and pet my sheep or play with my crops to all my friends? People were really turned off by it. And so we made a big change in 2012, which was we separated the ability for an app or a developer to ask for read and write permissions from Facebook. So as an initial step, they had to say, hey, I'd like to get your name, your email address, your list of friends. But then they would have to ask again in order to publish back to Facebook. And this made a big change, and a positive change, and we saw conversions come back up to where they were a couple of years earlier with about a 10% improvement. So this has been going quite well over the last couple of years. And now we kind of get forward to 2013, 10 billion Facebook logins in 2013. As I mentioned, it's the standard across the web. And then we get to this year. And there are still some things that are wrong with the product. Firstly, users want more control. They want to be able to pick the data that they share with apps, and they want to know very clearly what that data is. So the two things that came out loud and clear when we talked to people about Facebook Login is they want more control and more clarity. Next, they want the app to only ask for the permissions it needs. There are so many apps that say, hi, I want your birthday, I want your cat's middle name, I want to know where you went to school. And you think, why? Why do you need to know this stuff? And then lastly, that they want the ability to be anonymous. They can try an app without having to give up any personal information. So we heard these 4 things over and over again, more and more people saying these things. And so we made some changes to the product to address them. The first one is to fix more control and more clarity. So this is a video of the new Facebook login that we launched in April of this year. You'll see that it looks pretty similar to the old Facebook login. There's, the normal box, you click OK. But you'll see that there's this new thing which says edit the info that you provide. If the user taps on that, they now see a list of everything that they're sharing with the app through Facebook. So it's very clear to see what that app is going to get, what information they're going to get about that user. And the nice thing is that you can now opt out. So here Mark's saying, you can have everything else about me, but you can't have my email address. By the way, you now all know Mark's email address. And then you say log in, and there you are in the app. So this is harder for developers, right? Because before, you had the user in a binary state. They were logged in or they were logged out. Now you can have users that are logged in, but they may not have given you all the data that you asked for. So as a developer, it's slightly harder, and you have to think harder about what data that you want. But for the user, it's much easier, it's much clearer, much more transparent with what they're sharing. And we've found that we've had a really great uptick in conversion since we launched this in April. So that's the first 2. Then the one about asking only for what the app needs. So how many people have seen something like this? The Facebook people certainly have. Yeah, okay, there's a few hands going up. So, the app just asks for all this stuff, and you think, why on earth does it need it, So the way that we've fixed this is we've introduced a new review process. We currently have these 2 review processes right now. If you want to be an App Center or you want to be live on Open Graph. We've added a new one for login review.
So some basic permissions, things like email address, first name, last name, friends list, you can use. But if you want to use extra things, you want to know my birthday, you want to know where I live, you want access to my photos, you want access to my check-ins, you need to run that by Facebook. So there's a tool when you submit your app on the Facebook website that you can say, these are the reasons I want these permissions, and we'll look at it, and if we think it's good for the user, we'll say yes. Our turnaround time is 24 hours, so we want this to be really lightweight for you guys, but we think it's going to lead to much higher quality of apps on our platform. Okay, and then the last one, let me be anonymous. So there are times when you want to try an app, but you don't want to give it information. And the way that we fix this is by introducing a new product called Login Anonymously, or Anonymous Login. This is how it works. So this is Flipboard, which is a news sharing app. And if you go to login, you'll see there's this new button, Login Anonymously. The user hits that, and this is the first time they've done it, so they see kind of a new user experience that explains what's going on. And then when they're ready, they hit login. Now, Flipboard gets no identifiable information for this user. It doesn't get a name, it doesn't get an email address, doesn't get a friends list, doesn't get a picture. But it does get a stable identifier that you can use to identify this user. So that means that if you took their experience across to, say, an iPad or an Android tablet, you can build a seamless experience without having to know data about that user. It's in kind of open beta at the moment, and we've got some early results that this is working really well, and people really like the product. So yeah, so people can try apps without sharing their information first, but the app can build a cross-device experience that is stable for a given user. And it's really easy to then upsell that user later. Once they've had time to try your app, once they've gained confidence that they understand what it's doing with their data, you can then very easily log them into a full Facebook login. So, availability and timing. Apps created before April 30th, 2014 are on the old version of Facebook login and have 1 year to upgrade to the new Facebook login and everything that goes with it. So you have till April 2015. Apps created after that date are using 2.0 already automatically. And then anonymous login, we want to build really great experiences with our partners, so if you're interested in it, please come and talk to us and we can have a discussion about your app and how it might be useful. So now just a few best practices that we've seen about using Facebook login. The first one is we've tried and tested. We're not just saying use these buttons because we have vanity and we think you should. We have data to prove that these buttons are recognizable, people understand what they do, that they're seeing them in that context with that font, etc. Just works well. This is auto-translated. So it will take into account the language of the user that's viewing it and will translate it appropriately in that language. The next one is educate people. Explain to them why you are asking for permissions, and especially if you're going to upsell permissions. A bit like, you know, on the iPhone when you want to use Maps for the first time, it says, hey, I would like to use your location information because I want to show you where you are on a map. Do the same thing with Facebook. Why do you want details on my friends? Why do you want to know my first name? You know, it really proves to work. So yeah, ask for permissions in context. So here you can see, you know, this is on iOS, turn on location services, and then it prompts you, you say, okay. So do the same with your apps. And then only ask for write permissions when a user wants to share. Too many times we see an app at the very start say, hey, I want to read this information about you, and then immediately say, hey, I want to post to Facebook. And that kind of kills the point. The idea is that you should ask for write permissions when it's time for a user to share something. So they log in, they listen to a great song on Deezer, they want to share that song with their friends. That's the moment that you say, hey, can Deezer please post to Facebook? And lastly, just be aware of this. If you have an app that's on the web and on iOS or on Android, you have this Send to Mobile button that you can enable. So if a user logs in on the web, there's this checkbox that will automatically send them a push notification on their phone to say, hey, did you know this app is also available on mobile? And we're seeing some really great kind of cross-platform traffic being driven by this feature. So that's it for Facebook login. Please grab me afterwards if you want to talk about that or anything else. I'm the only engineer here, so if you have any questions about actually doing this stuff, come and speak to me. Otherwise, I'll hand over to Scott. Thanks. Thanks. So, est-ce que vous connaissez App Events? On est venu pour quelque chose alors aujourd'hui. Ça, c'est une tuerie. C'est vraiment un truc qui a été créé en fait chez Facebook. Regardez-le bien, ça fait partie du SDK Facebook. Maintenant, c'est intégré directement dans les équipes en fait plateforme en termes d'engineering. En gros, c'est un outil d'analytics.
Le problème que vous avez en général sur une apps, c'est une black box. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très très peu d'informations sur qui utilise et comment les gens utilisent votre app. Ce qui est quand même dommage pour pouvoir améliorer l'application, pour pouvoir définir un messaging framework, pour pouvoir mener des campagnes de publicité. En fait, App Events, c'est intégré dans le Facebook SDK. Vous avez juste une ligne de code à rajouter par type d'événement que vous souhaitez. Et plus vous ajoutez d'événements, meilleure connaissance vous allez avoir de vos utilisateurs. Donc l'objectif, en fait, c'est de pouvoir taguer au maximum. Là, il y a un exemple ici, plutôt dans une application e-commerce. Évidemment, vous avez un funnel d'achat. La personne va sur le site web, consulte une certaine page, ajoute quelque chose au panier, achète finalement le bien. Sauf qu'à chacune des étapes, vous allez perdre des utilisateurs. Et ce midi, on déjeunait d'ailleurs avec un acteur du gaming. Lui, il s'est défini, il ne faut pas qu'il perde plus de 15% enfin, de gamers entre chaque level. S'il perd plus de 15%, ça veut dire que globalement, il fait mal son job. Donc ça aussi, en mettant des tags en fait, sur chacun des étapes, chacune des étapes, vous allez pouvoir regarder comment se comporte tel ou tel type de segment. On a introduit, en fait, c'était la semaine dernière, jeudi dernier, une nouvelle fonctionnalité qui est Cohorts, ce qui va vous permettre en fait, de définir des cohorts au sein de vos utilisateurs et de pouvoir voir exactement comment se comportent ces différents cohorts, ces différents segments, en fonction des différents événements. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. Ce qui fait une grosse différence par rapport à beaucoup d'outils qui sont disponibles sur le marché. Donc en gros, vous allez définir des événements comme les plus gros spenders, et vous avez juste à ajouter en fait un événement, très simplement au sein de votre app, avec une ligne de code pour pouvoir le faire. Ceux qui ont atteint le niveau 2, ceux qui ont passé plus de 20 minutes sur l'application sur la dernière journée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour vous rendre le job encore plus simple, en fait, on a créé des événements out of the box. Donc on en a créé 14. Et après, vous pouvez faire des custom events. Ce qui est très intéressant parce qu'on s'appelle Facebook, c'est qu'on va pouvoir vous fournir des informations que vous ne pourriez pas avoir sans nous sur vos utilisateurs. Ça a des données agrégées, donc on ne va rien partager d'un point de vue, on va dire, sur chaque utilisateur. Par contre, nous allons partager une vue globalisée de vos utilisateurs. Là, par exemple, vous savez que sur tel type d'événement, qui peut être par exemple l'ouverture de l'application, ou ceux qui arrivent au level 2, ou ceux qui sont vos top spenders, 26% sont des femmes entre 25 et 34 ans. Ça, vous ne pourriez pas le savoir autrement, alors difficilement. Et en fait, vous allez pouvoir, de fait, aller chercher de la pub, aller chercher une typologie d'application, une typologie de features dans l'application, beaucoup plus précise que ce que vous auriez fait avec du guessing en général sur l'application. Je ne sais pas ce qu'est cette application, mais elle est très appréciée, on va dire, par un public féminin. Encore plus intéressant, c'est en fait, vous allez pouvoir créer, enfin voir avec un chart qui va pouvoir vous dire, par rapport à cet événement-là, vous avez forcément des top, on va dire, users sur ce type d'événement. Vous connaissez tous la loi de Pareto, la fameuse 80-20. En fait, elle se vérifie à peu près partout. Le point clé, c'est qu'ici, vous allez prendre un événement, encore une fois, les top spenders. Et vous allez pouvoir regarder très simplement quels sont les top contributeurs par rapport à cet événement. Et on voyait la semaine dernière, avec un gros acteur du gaming, on voyait en fait que seulement 10% de ces utilisateurs représentaient 70% du lancement d'applications sur les 7 derniers jours. Donc pourquoi faire de la pub sur les autres? Sachant que ce sont ceux-là qui vont dépenser le plus. Et derrière, vous pouvez évidemment créer une audience et spécifier directement du targeting dans Facebook par rapport à cette audience-là pour la réengager. Par exemple, vous êtes sur un site de e-commerce, vous allez pouvoir targeter tous les gens qui ont mis quelque chose dans le panier mais qui ne l'ont pas acheté. Pour leur rappeler avec la bonne pub, tiens, en fait, tu avais presque fini ton achat, il ne te restait plus qu'un seul clic à faire. Et vu qu'on est super sympa, on va te donner 5 € de discount. Donc voilà le type de choses que vous pouvez mettre en place. Cet outil-là, il est utilisé par tous les gros acteurs sur Facebook. Deezer, Spotify, Blablacar, King, Plarium, Nordeus, et j'en passe, et j'en passe. Tout le monde utilise cet outil-là. Encore une fois, c'est complètement gratuit. C'est intégré dans le Facebook SDK, donc vous ne gênez pas. C'est vraiment un truc super. On a annoncé il y a quelques jours l'arrivée de Cohorts. On a également annoncé l'arrivée d'un tableau de rétention, ce qui vous permet de voir en fait la rétention sur 28 jours sur tous vos utilisateurs. Quelqu'un qui a souscrit le jour 1, X personnes qui avaient souscrit le jour 1, combien il en reste le jour 2, est-ce qu'ils sont toujours actifs? Le jour 7, le jour 28. Et après, vous avez une vue également sur l'intégralité des derniers 28 jours, pour voir si vous avez mis en place une nouvelle campagne de push de notification, si vous avez modifié quelque chose dans l'application, est-ce que la rétention est meilleure. Donc ça, c'est vraiment App Events.
Et encore une fois, c'est vraiment, vraiment un outil assez extraordinaire. Très simple à mettre en place. I know you love this effect. Allez. Utilisez Demographics. Encore une fois, là, vous n'avez rien à mettre en place. Vous avez au moins ces informations-là. Et même si quand vous montez votre business plan, quand vous êtes en réflexion sur la V2 ou autre de votre application, au moins vous connaissez vos utilisateurs. Donc faites-le. Il n'y a pas besoin de faire du Facebook login pour connaître les utilisateurs. Nous, on connaît les utilisateurs même s'ils ne font pas de Facebook login. Donc c'est un point assez intéressant pour vous. Et enfin, construisez en fait votre channel, votre funnel, avant de mettre les tags. C'est paraît bête, mais connaissez votre parcours utilisateur et ce que vous voulez mesurer. Parce que souvent, on voit des gens qui partent dans 50 tags différents, et au bout d'un moment, ça ne mesure plus grand chose. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire, ok, je vais aller sur la homepage, je vais regarder les gens qui vont sur la homepage pendant plus de 10 secondes. Ça se trouve, ils sont perdus. Après, ceux qui vont cliquer sur le bouton Discover ou sur le bouton Play ou peu importe. Et comme ça, vous savez exactement quel est le funnel de conversion par rapport à l'action que vous visez réellement. À partir du moment où on fait quelqu'un à Facebook, on arrive, nous, à savoir qui il est par rapport à votre application. En fait, vous avez le device ID. Et nous, on a déjà installé l'application Facebook. Enfin, il a déjà installé l'application sur son device. Donc, on a le device ID. Et vous avez le SDK Facebook sur votre application. On arrive à remonter le device ID. Et donc, on sait à peu près qui c'est. Le seul point, c'est qu'évidemment, il y a une part de la population qui n'a pas Facebook d'installer sur son téléphone. Sur les pays développés, on arrive quand même à 80% installés. Par contre, si vous targetez la Russie ou la Chine, surtout la Chine, ça va être très difficile. La Russie, on va forcément avoir une vue incomplète. Mais même si on a une vue incomplète, ça vous permet d'avoir une vue au moins. Ça vous permet d'avoir un panel, ce qui vous permet d'être relativement intéressant. La possibilité de zoomer sur le parcours d'un utilisateur, vous n'allez pas pouvoir le faire sur un utilisateur en particulier, mais sur une cohorte. Donc sur un segment d'utilisateurs que vous-même vous allez définir par un set d'événements. Donc vous allez combiner par exemple quelqu'un qui est resté plus de 20 minutes sur mon application, qui a dépensé $1 sur le dernier mois, etc., etc. Et là, vous allez pouvoir suivre effectivement ce cohorte-là dans le funnel. Encore une fois, utilisez ce truc-là. Franchement, je suis toujours surpris par le peu de personnes qui connaissent cet outil-là. On fait un marketing très mauvais sur ce produit-là. Mais c'est vraiment un truc qui apporte beaucoup, beaucoup de valeur, même si vous ne faites pas d'ads Facebook. Mais faites-en aussi, hein. Mais même si vous n'en faites pas, ça vous apportera de la valeur. Je vais maintenant laisser la parole à Scott. Je pense que c'est... I think Scott is actually the oldest employee for Parse right now in France. So, your turn. Thank you, Julian. Hi guys, I just want to start out by saying thank you for hosting us tonight and giving us an opportunity to talk about Facebook and Parse. I've been, as Julian mentioned, working for Parse for almost 2 years now, and I joined, and 6 months later we were acquired by Facebook. And a lot of the time you hear about, big companies acquiring small companies and things drastically changing. And it's been really exciting to experience a startup as well as a big company, and to sort of get to see this whole experience happen. So let me talk about Parse. How many people in here know what Parse is and what it does? Okay, cool. That's great. How many of you actually use Parse? Awesome, thank you for using Parse. So for those of you that have no idea what Parse is, the sort of very basic idea is making an app is really difficult and it's very complicated. And I may say some things that Julian already said, but he said them in French and I had no idea what he was saying. So I apologize for that. And basically we'll take care of the nuts and the bolts, the networking, managing servers, scaling, so you can get to the sort of fun parts. And let me give you an example. When was the last time you were talking to your friends about your app, or an app? You downloaded it, you installed it, and you said, man, this has such a beautiful API. Probably never said that. Maybe a few of you have. How about, oh wow, that was a really excellent push notification. I wish I could understand how they saved that data. Oh, it's the type of thing that your users don't really care about, but you obviously do. It's really important for you to build an app, do it quickly, do it efficiently, and do it a way that scales and works for you and all your users. And basically, we want to make sure that when you do use Parse, all of that happens. We'll take care of literally all of the back-end stuff so that you can focus on the front end, the design, the user experience, and all the other parts. So a little bit about Parse. We were acquired 18 months ago. I feel like okay. We were acquired 18 months ago at a stage where we probably had about 20 employees. Nicole and I were there.
And about 17 of those employees were engineering. Three or four of us were non-engineering. So I was helping basically find ways for the company to make money. Nicole as well. We had a director of marketing and an office manager. The rest of them were just writing code, building documentation, answering support calls and emails. And from the beginning until when we were acquired by Facebook, we supported and hosted and scaled 260,000 plus apps. And every week, basically since we joined Facebook, there have been about 4,000 new signups per week, which is pretty cool. It's exciting for me every day to come into work and see, 600 or 700 new people have signed up and tried our documentation or our API. So let me show you a couple of the great customers, partners who have been using Parse. So the three that I want to call out specifically because they're French and I've talked to them and they're great. So there's Edijing, there's TV Showtime, and SciMob. These are three French companies that have grown and been built on Parse and who have been really excellent friends and supporters of us. There's also a lot of other companies on here that you may recognize. So, for example, booking my flight out here, I used Orbitz. They power some components of their search on Parse. So, for example, when you're using Orbitz to book something, maybe you're using your iPad at work, and then you go home and start using your iPhone. You go back to the web. The search history, all of those interactions and components are saved on Parse, so that when you go from one device to another, it sort of auto-suggests searches that you're already looking at. Enough talking about our good customers. Let me tell you more about Parse specifically. So let me break Parse into three components. There's core, push, and analytics. And I think push is pretty self-explanatory. It's basically push notifications. Analytics, also pretty self-explanatory, analytics. Core is basically the way that I kind of look at it as like a grab bag of stuff that didn't really fall into analytics or push as easily. Basically, it's all the other back-end stuff that we want to take care of for you. So those are three things, or at least three of those things would be things like saving data to and fetching it from Parse. So an example could be like you save a photo, it gets uploaded to Parse, it's hosted on there, and maybe you have thousands of photos in your app, and later on when you want to pull it back and view it, maybe edit it, that could be done on Parse really easily. You could run custom code on Parse's servers. So basically that means, okay, I'm using Parse, and I want to write something that's custom, it's specific to my app, my own business logic, but I'm using Parse's backend. It means, oh, I can't really control everything. Well, actually you can. So you can use a server that we host for you where you can write JavaScript in a sort of Node.js environment and do really complicated things. So this is where people say like, okay, if a user hasn't logged in a week, I want to send them a push notification. If a user hits like level 100 on their app, I could send them a push notification. Another example would be like, I have 10 million users. Let's say you have 10 million users. That's awesome, right? And maybe 1 million of those are active, and every day, some subset or group of those users does something specific. And you want to send all of those users, males that like croissants, that have been to the south of France, a push notification that says, hey, there's a deal on Orbitz, you should check it out. That kind of thing. And the last one would be easily manage user accounts and sessions. And this one is sort of back to what Julian covered earlier with Facebook login. So with Parse, for example, you can log in with Facebook, and if there's parts of that user's information that they've allowed you to store and save, you could easily host that on Parse. So basically, we just try to make sure it's really easy for you to store stuff, access it, and also as you have more and more users, tens of gigs of database space, that stuff is taken care of by us. And I'll show you, this is pretty cool, I think. Although it doesn't really look that cool, I think the idea is. So when you look at this, you probably think like Excel, right? Basically, oh wow, it's really cool, it's Excel. But this is a way for you to access your database. Rather than, as a CEO, you might say, okay, developer guys, we built this database, I need you to go pull some data for me. And it would require their skill set to go in, run a query, pull the information that's relevant and important, and get it back. In this case, you could basically just go to parse.com, you could click on your app, you could access, edit, and change any data. You could even, there's these rows up here, rows and columns, and you can actually just double click on those, you can change them, and they get synced back to your app through the API, which is quite cool.
The second column, or pillar of Parse, push notifications as a service. And to be brief, push notifications seem really simple. It's just like basically a little text notification that pops up. But there's a lot of components that can be difficult and complicated. So tracking specific users, sending specific messages to specific groups of users based on their geolocation. Even things like handling the relationship between your user, its device, and Apple and Google. So being able to handle the Apple push notification service, it's just all kind of complicated. And it's the type of thing that, again, your user is not going to care where you're hosting your servers, how you're doing it, how impressively you're doing it. It's just like, I want to get the notification, I want to get it quickly. And this is a really great UI that we built that's intended to be very simple for you to send push notifications out to your users. So at the top there, let's say you have an app with 1 million users, you'd click send to segment, you might click on iOS and Android clients, you could say, okay, I want to filter by some information, you'll just type in the message and you'll send it. You can even schedule a specific time and say, I want to send this tomorrow at like 3 p.m. and I want to basically say like, hey, big deal tomorrow, 100% off discount, etc. And it gets sent to your users really simply. Your marketing folks might be pretty excited if you have marketing people. If you do have marketing people, that's awesome because you can afford to hire people. And let's see, the last one is Parse Analytics. So this one's pretty clear. I think there's a number of analytics services and tools out there. But what we're trying to do with Parse is make it really easy to track and monitor and enhance the user experience. So the first one would be measuring app usage. So we basically want to see what you're doing in the app. As me as a developer, I want to know what my users are doing inside the app. You also might want to build custom events. So let me give you an example. If you wanted to know how certain cohorts or subsets of users are using the app, if they're enjoying it, if they're finding it difficult, you can create a very simple custom thing that says maybe track like males in their 30s that like baseball. You can track all that kind of stuff and you can figure out how they're using the app. The last component would be growth and retention analytics. One thing that's really important to remember with an app is, sure, you can get like 10 million people to download it, but if only 100,000 of those people come back every day or every month, you're obviously doing a great job because you've got 100,000 people coming back every day. But you're missing a huge amount of those 10 million that you initially started with. So you can use Parse tools, Parse Analytics to figure out, how can I improve my retention? How can I improve my growth? What can I be doing? And you can sort of mess around with your app and make some changes. So the last component of Parse is obviously like a really important one. How much is this actually going to cost me? Is it really expensive? Is it cheap? Are there sort of any gotchas in there? And we tried to make it really simple with the intention of helping developers. So there's really 3 components here. So the first one is 30 requests per second for free. That could be a little deceiving at first. Some of you might think, oh, it's only 30 requests per second. That means I can only have 30 users. That's not the case. There's apps with hundreds of thousands, millions of users making requests to the Parse server, staying well within that 30 requests per second range, or below. Parse push, up to 1 million recipients. So another way to think about that is you can send notifications, unlimited notifications, to 1 million devices for free using Parse. And the last one is Parse Analytics is an unlimited amount of data points. Basically anything and everything that you track in Parse, we're not going to charge you for. And the sort of idea here, and the reason that Facebook really liked Parse, was that we make it really easy for you to build apps. And if at some point in the future, when you're thinking, how do I grow and monetize my apps, you might consider using Facebook. You don't need to, you don't have to, but it's a great idea, and we definitely provide you great tools and services. So I'm going to pass the AppLinks part off to Julian. Thank you again for having me. I'm going to do one more. We're going to spread it out a bit. There's too much French. Let's talk about AppLinks. AppLinks were designed to solve a problem. I don't know what these slides look like, so we're going to go with it. This is the world today. This is Spotify, and this is the integration they have right now with an app called Songkick. Has anyone heard of Songkick? Okay, a few people. So Songkick lets you track artists. So you pick artists and you say, okay, every time this band that I like plays in Paris, I want you to let me know so I can go to their gig. Make sense? Easy. So here you are in Spotify, and you're listening to some music.
And you scroll down, and you see that this band that you like is on tour. And so you go to Songkick to track them for the future. You get through to Songkick's website, because this is how the world works these days. And you decide that you want to log in. Obviously log in with Facebook. But you're not logged into Facebook on the web, you're logged in on the app on your phone. And so you end up getting stuck at the login screen, and at this point, data has proven that most users give up. So this experience is really common, right? Apps do not speak well to each other. On the web, we're used to linking. If this was on the web, it would be easy, right? You would link to Songkick, they'd know who you were, you could hit track, and you could go back, and it would be fine. But from app to app, it's really difficult. And this is because there is no standard between two apps speaking to one another. We want to build that standard with app links. So app links is a new technology that Facebook has built, but it's entirely open source. We don't profit from it, we don't do anything with it. It's built for the community, and it allows apps to speak to each other in a standardized way that allows you to build much better experiences. So now let's look at the same situation with app links enabled. Here I am again in Spotify. Scroll down. Now, instead of going to the Songkick website, I go straight to their app. I'm logged in, they know who I am. You know, it's several clicks less. And then at the top, it knew I came from Spotify. So when I want to return to Spotify, I just hit that banner, and there I am, done. So much nicer. And the cool thing is that Songkick didn't need to know about Spotify. You know, it didn't build with Spotify in mind. It just said, hey, this is my data, and other apps can consume it in any way they see fit. So if Spotify wants to do an integration, they can. If Deezer wants to do an integration, they can. If SoundCloud wants to do an integration, it can. It just enables app-to-app linking in a way that we've been used to on the web for years. So we wanted to do a few things with app links. We wanted to make them open. So this is not a proprietary format. This is an open source format. You know, we don't own it. Other people can contribute. We wanted to make it cross-platform, so it supports iOS, Android, Windows Phone, and any future phone that we can conceive of. Really easy to integrate. You just publish some meta tags on your data through the web, and all the scraping kind of happens through the protocol. And this is a mobile-first product. So the way that this kind of Facebook is helping this is we're building an index. So you don't have to use this, but it is optionally available that you can look at our index to see what type of apps support the links that you care about. So what I mean by that is, let's say you have this concept of a song in your app, and you want your user the ability to play that song. We allow you to discover that this song is available on Spotify, on Deezer, on SoundCloud, etc. We don't just do this for music, we'll do it for film, we'll do it for locations, venues, hotel reviews, anything you can name. So right now, we launched this in April, and it's going really well out of the gate. We've got 1 billion links indexed so far, and we've sent, I can't remember the number, 2.3 billion referrals in like a few months, so it's huge. The way that we've kind of bootstrapped this protocol is we've enabled app links throughout all of Facebook's products. So they're enabled on the Facebook application itself, they're available on Messenger, they're available on Pages, and they're on the web as well. So if you want great traffic straight into your app, and deep linking into your app, so to specific pieces of content in your app, then think about enabling app links, because it just creates a really great user experience. As I mentioned, they're available across Facebook's, all of Facebook's surface area, newsfeed, timeline, and Messenger. Some best practices. Basically, just think about app links from the context of a user. So if I'm a user and I'm going into your app, I want to see the specific piece of content that I was after. So imagine I don't know, a Daft Punk song, and I shared it on Facebook, and you launched that song and it launched Spotify. You would like to go to that specific song within Spotify, right? You don't want to just be dumped on the home screen. So think about that kind of usage and how you can link users directly to the content in your app. If you're lucky enough to have multiple apps out there, think about ways to cross-promote between apps. You know, how do you send traffic from one app to another, and how do you use that user to get back? And yeah, just think about enriching the user experience by linking out to top apps. So if your app does anything with maps, allow it to deep link into Google Maps. If it does anything with hotel reviews, allow it to link into Hotel Tonight or Airbnb or whatever it might be. Just think about the experience from the user's point of view. As I mentioned, it's open source. Facebook built it, but we don't own it. It's on applinks.org.
please go and check it out. It's free to integrate into your apps, and it gives you really great traffic, both from Facebook and we hope from other places in the future. I think that's it. Thanks, Ale. Je veux juste préciser effectivement que à l'heure actuelle, c'est pas du tout une initiative, enfin c'est une initiative qui a été portée par Facebook, mais à l'heure actuelle, on a des gens comme Airbnb, Spotify, Deezer, Dailymotion, etc., qui font partie de ça. Et ce qui est très important, c'est pas juste la technologie qu'il y a derrière, mais surtout la notion d'index. C'est-à-dire qu'on donne un index public et vous pouvez aller piocher dans cet index pour enrichir l'expérience pour vos utilisateurs. Maintenant, je vais parler de deux derniers sujets autour des piliers Grow and Monetize. On l'a dit tout à l'heure, c'est super de construire une super apps, mais Flappy Birds ou Yo ou d'autres exemples comme ça n'arrivent pas tous les jours. C'est super quand ça vous arrive, mais ça n'arrive pas tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup d'applications sur les stores, et chaque jour, il y en a encore plus. Et à l'heure actuelle, il faut quand même se l'avouer, les stores font un très mauvais job dans la capacité à recommander des applications. J'ai à l'heure actuelle la même interface App Store que vous. Nous n'avons pas forcément le même âge ni le même historique en termes d'usage de notre téléphone. Donc nous, en fait, ce qu'on a créé, c'est un outil qui s'appelle Neko, qui s'appelle App Install Ads. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir répondre aux problématiques de rétention. Donc, à l'heure actuelle, on voit qu'une application, lorsqu'elle est téléchargée, c'est super, mais encore faut-il qu'elle soit réutilisée. Cette stat, elle est abominable. C'est-à-dire que 66% des apps, en fait, sont ouvertes entre 1 et 10 fois seulement. Vous imaginez, vous avez payé, je sais pas, $5 l'install pour rien. Donc notre objectif, c'est de pouvoir en fait vous aider en fait à non seulement faire télécharger l'application, mais surtout la faire utiliser. Et c'est vraiment l'objectif de ce modèle de publicité avec App Engagement Ad. Donc en gros, vous allez avoir ce même type de publication sur votre newsfeed. Et là, c'est une application pour des chambres d'hôtel. Et vous avez un nouveau bouton qui n'est pas install, mais qui est réserve maintenant. Joue maintenant, regarde maintenant, et ainsi de suite. Et donc en fait, vous allez pouvoir, si on repense à App Event qu'on a vu tout à l'heure, targeter les bons utilisateurs pour les réengager sur une action au sein de votre application. Et des sociétés comme King.com et plein d'autres utilisent très fortement ces fonctionnalités-là, sachant qu'en plus il y a du deep linking. Donc la personne a déjà l'application sur son téléphone, on lui dit regarde maintenant cette vidéo, elle clique, ça ouvre directement l'application avec la bonne vidéo. C'est vraiment ce type d'usage qu'il faut absolument renforcer. Donc en gros, si on fait tout le cycle de vie d'une application, vous voyez une pub pour pouvoir installer l'application. Vous l'installez depuis le store. Une fois que vous l'avez installée, elle est disponible sur votre périphérique. Et là, à ce moment-là, vous voulez réengager l'utilisateur. Donc vous refaites de la pub, mais non pas cette fois pour réinstaller, mais pour réellement utiliser l'application. Parce que le combat, il ne s'arrête pas quand vous avez un nombre de downloads. Nous, les discussions qu'on a avec la plupart des apps développeurs, on ne leur pose jamais combien vous avez de downloads. C'est irrelevant. C'est combien vous avez de monthly active users, combien vous avez de daily active users. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'il n'y a que ça qui se monétise. Ce n'est pas le nombre de downloads. Donc on est vraiment dans cette logique de pouvoir vous aider, on va dire, à réaliser ces réengagements. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas Facebook, enfin la pub sur Facebook, vous allez pouvoir vraiment targeter par intérêt. C'est-à-dire que là, moi, pour ce meet-up, personnellement, on a fait une petite pub, enfin j'ai fait une petite pub sur Facebook, j'ai targeté auquel les développeurs PHP, mobile, iOS, Android, Windows Phone, j'en avais 3 dans la base, non je rigole. Et puis donc on a pu comme ça aller chercher un certain nombre de personnes. Ça c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec la plupart des développeurs mobiles. Et lorsqu'on regarde les stats, en fait on a drivé plus de 350 millions d'installs. Donc il existe depuis 1 an et quelques ce produit-là. 350 millions d'installs ont été drivés. Et bizarrement en fait, beaucoup d'acteurs dans cette industrie reprennent notre modèle. Et c'est tant mieux, en général ça veut dire que c'est ce qui marche. C'est cette stat qui est encore plus intéressante, c'est que 60% en fait des top grossing apps sur iOS et sur Android, donc des apps qui font le plus d'argent, utilisent ce produit. 60%. Donc encore une fois, lorsque vous pensez à Supercell, etc., bah vous avez tous ces gens-là qui utilisent ce produit-là. J'adore cet exemple. On les a revus d'ailleurs avec Ali à Tel Aviv la semaine dernière. C'est Facetune, une société qui s'appelle Lightrix, qui fait des outils absolument... Enfin, c'est une sorte de Photoshop pour mobile. Il ne faut pas pousser, mais une Photoshop Live pour mobile.
Et en gros, ils avaient un budget marketing hyper limité quand ils ont lancé leur apps. Ils avaient $500 et ils ont en fait acheté de la pub sur Facebook. $500, ça leur a permis de monter dans les charts très rapidement. C'est une paid apps de photos, de monter très rapidement dans les charts et après effectivement d'être featured par l'App Store. Et puis après une belle histoire, ils ont fini sur 43 pays, je crois, ils ont fini dans le chart en fait sur la catégorie photo, paid apps. Donc c'est une superbe histoire. Là, ils viennent de lancer sur Android et ils ont remis un budget qui est beaucoup plus conséquent parce qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent sur cette première version sur iOS. Mais encore une fois, réfléchissez à ça, vu que vous pouvez avoir une vision très targetée de la pub. Très targetée. Donc c'est très intéressant sur les lancements d'apps et après évidemment sur les re-engagements. Mais vu que eux c'est une paid apps, eux le nombre de downloads c'est important aussi pour eux. La satisfaction se joue sur l'usage, mais l'argent se joue sur l'install. Donc si j'avais quelques best practices à partager, c'est 1. Vraiment réfléchissez à votre targeting. On vous fournit des datas et une capacité de targeting absolument exceptionnelle dans Facebook en termes de démographiques, le genre, l'âge, la localisation, l'intérêt, même le type de device. On a annoncé ça très récemment. Vous allez pouvoir targeter que des utilisateurs iPhone 6. Parce que vous dites, tiens, ils ont un pouvoir d'achat peut-être plus important. Ou ils ont un écran plus grand, donc ça correspond plus à mon type de jeu ou à mon type d'application. Le deuxième point, c'est penser également vos publicités comme si vous étiez vraiment quelqu'un qui faisait de la publicité toute la journée. C'est-à-dire que le format de la pub, le type de logo utilisé, le type d'image utilisé, évidemment le contenu utilisé, ça joue. On a remarqué que quand les gens qui faisaient la publicité rajoutaient un chiffre dans l'application, enfin dans la pub, pardon, le taux de transformation était beaucoup plus élevé. Style, regardez jusqu'à 1000 vidéos grâce à mon application. C'est beaucoup mieux que regarder plein de vidéos. D'être spécifique sur les chiffres, en général, ça se traduit par un taux d'engagement beaucoup plus fort. Troisième grand point, évidemment, faites des tests. Les pubs sur Facebook, ça vaut rien. Enfin, vraiment, ça vaut quelques centimes. Vous pouvez faire tourner des tests avec quelques euros. Donc faites des tests au maximum. Réfléchissez à quelque chose aussi, pas forcément de local. Pensez international. Là aussi, souvent, la plupart des développeurs qu'on voit, ils nous disent en fait, mon app, elle marche au Brésil. Jamais j'aurais cru ça. Et la pub Facebook au Brésil, ça vaut beaucoup moins cher qu'en France en plus. De la même manière en Inde, etc. Après, vous n'avez pas forcément touché les mêmes types de devices. Néanmoins, ça vaut le coup d'essayer ce type d'approche. Et enfin, je ne peux que vous inviter à regarder les partenaires Facebook, ce qu'on appelle les PMD, qui en fait eux-mêmes ont développé une expertise très très forte pour pouvoir gérer des budgets publicitaires conséquents. Il y a des gens en France comme Social Move, comme Make Me Rich et d'autres. Donc, dès que vous avez un budget relativement conséquent, allez les voir. Franchement, vous allez économiser de l'argent. Parce qu'en plus, ne se rémunèrent que sur le total de vos pubs. C'est quand même un modèle assez intéressant, assez vertueux dans l'approche. Donc ça, c'était vraiment pour accroître votre audience. Qui a entendu parler d'audience network? 2 personnes. D'accord. Donc on va pouvoir continuer à essayer en tout cas de vous faire connaître ça. Audience network, basiquement, c'est de pouvoir prendre tout ce que vous avez comme pub sur votre newsfeed et de pouvoir trouver des third-party publishers pour pouvoir diffuser cette pub-là. Donc en gros, à l'heure actuelle, vous pouvez vous dire, tiens, la pub sur Facebook, elle est quand même pas trop mal targetée. Parce que j'aime le PSG, le Nutella et je suis breton, donc j'ai une pub qui concerne ce truc-là. Et en fait, on s'est dit, ça peut être pas mal que d'autres publishers puissent publier ce type de pub de la même manière. Donc en fait, on a annoncé ça à F8. Là, à l'heure actuelle, c'est disponible pour tous les advertisers, donc tous les advertisers pourront en profiter. Et on est en train de recruter un certain nombre de publishers. Et l'objectif, en fait, c'est que vous allez avoir en tant que publisher un petit SDK qui va récupérer encore une fois le device ID. Et lorsque votre utilisateur qui a par exemple Facebook d'installer sur son application utilise votre application, on va récupérer ce device ID. Donc on va savoir en fait qui est cette personne. Nous n'allons rien partager avec vous. Par contre, on va pousser la bonne pub puisque l'advertiser va souhaiter, on va dire, targeter la personne qui aime le PSG, le Nutella et qui vient de Bretagne. Targeting assez spécifique, je vous l'avoue. Néanmoins, ça va permettre d'avoir un CTR qui va être juste dingue. Parce que personne dans l'industrie propose ça. Personne. Donc en gros, vous allez avoir 3 formats de publicité disponibles. Là, on a des exemples avec le HuffPost, avec Cut the Rope et Vinted. Mais en gros, vous allez pouvoir soit installer des bannières, soit de l'interstitiel, soit des native ads. Et vous choisissez le format. Évidemment, la monétisation va être différente suivant les formats. Néanmoins, il y en a certaines qui vont s'intégrer très bien dans votre app,
d'autres qui vont s'intégrer un peu moins bien. Là, une pub pour Coca-Cola qui reprend un peu le format newsfeed que vous pouvez connaître sur Facebook. Mais encore une fois, ça va être avec la même qualité de targeting Facebook. Et Cut the Rope, ils vont même encore plus loin parce que c'est à la fin d'un level. Vous voyez ici, vous avez une pub pour un livre audio Games of Thrones qui est directement intégré à la page de résultats. Petit point, c'est pas forcément ça qui délivre les meilleurs résultats. Parce que c'est même trop beau. Donc on voit plus que c'est une pub. Donc on clique plus dessus. On voit que les résultats sont encore très très forts sur bannière interstitielle. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment, vous allez sur Audience Network Developer Facebook et vous pouvez soumettre votre application. Et nous, on revoit en fait les publishers on fait une revue en fait des listes de publishers toutes les semaines. Et à ce moment-là, on en whitelist un certain nombre. Les résultats sont très très bons. On parlait tout à l'heure d'acteurs comme MobiGame, qui a sorti Zombie Tsunami. Ils sont très heureux. Allez les voir. Moi, je ne pouvais pas commenter leurs chiffres, mais allez les voir pour parler de leurs chiffres. Outfit 7 et plein d'autres. Shazam utilise également ça, Huffington Post, on l'a vu. Le Monde également, Deezer, et ainsi de suite. Donc c'est un excellent moyen de monétiser votre application avec de la pub sur mobile. Encore une fois, bannière, interstitielle ou native ads. C'est clair, Audience Network? Parce que c'est vraiment un nouveau concept. Et je pense nous sommes les seuls à offrir ce targeting-là sur des third-party apps. Enfin, puisqu'on est à The Family, je veux juste avoir un mot sur FB Start, qui est un nouveau programme qu'on a lancé il y a quelques mois, qui est en fait un programme dédié aux startups. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aider les startups qui font des applications mobiles, en leur fournissant en fait un certain nombre d'outils. Facebook, c'est super, sauf qu'on ne construit pas d'Excel-like ou on ne fait pas de choses comme ça. Donc en fait, on a choisi de faire des partenariats avec un certain nombre de sociétés. C'est vrai, plutôt dans la vallée, comme Asana, Quip, Blue Jeans, etc. Et en gros, vous pouvez aller sur fbstart/me, enfin you, et vous allez pouvoir soumettre en fait votre app. Et il y a deux programmes. Il y a un programme Bootstrap et un programme Accelerate. Et si vous êtes accepté dans ce programme, à ce moment-là, vous allez avoir un certain nombre de licences de sites, Asana, Quip, etc., pendant X années. En gros, le premier programme, ça vous offre jusqu'à environ 15 000 $ de licence, et le deuxième programme vous offre jusqu'à 30 000 $ de licence. Évidemment, vous avez du parse en plus gratuit, en plus de l'offre gratuite qui est déjà très généreuse, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Mais en plus de ça, vous avez un peu d'ads sur Facebook gratuit, ce qui peut vous permettre de faire un premier test. Donc vraiment, candidater sur FB Start. Je trouve qu'il n'y a pas assez de candidatures de la France, quand je vois ce qui se passe en Angleterre. Donc allez-y, c'est gratuit. Donc encore une fois, ça vaut le coup de tester ça. En plus, vous aurez le tampon FB Start, ce qui est toujours pas mal, vu qu'on va réinvestir fortement sur ce programme-là. Donc FB Start /start. C'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, on va passer au Q&A, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Ça vous a plu déjà? Non, mais ça... Oui? D'accord, ok. On va peut-être monter sur scène, et puis on va prendre vos questions, et on va tenter d'y répondre le plus simplement possible. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Alors, je suis personnellement utilisateur de Parse depuis pas mal de temps, et j'aurais aimé savoir quel a été l'impact de l'annonce de CloudKit sur l'évolution de Parse. Est-ce qu'il y en a une ou pas du tout? Merci. So the question is what was the impact of CloudKit announcement on Parse roadmap? So I can say that first, CloudKit is only for Apple devices, which is actually not even now 20% of device shipment. So not so much, I would say. Yeah, none. We are agnostic, and again, we are committed to be agnostic, from Windows Phone, iOS, Android, and in coming months, coming years, we'll still be agnostic. We want to provide the best experience, cross-platform experience for every developers. I think the only thing I would add is that the day this came out, all of the engineers on Parse were like watching this with great fanfare and excitement. And I know that at least 3 or 4 of them went through and read all of the documentation about CloudKit, as well as basically everything else that came out. And the idea was that if they could take anything or learn anything from this and bring it back to our platform and make it better, I think that was pretty impressive to me, at least, seeing that firsthand. Maybe the last point was just that it was a great validation of the
vision of parse around mobile backend as a service. Because infrastructure as a service is fantastic, but you still have to manage operating system, database, and so on. Platform service is great, but it's really generic. So from web to backend for mobile apps and so on. Mobile backend as a service is really focused on mobile developers. So it's a great validation of the vision Ilias and founders from Parse had a few years ago. Hello. I'd like to know the difference between analytics with app events and analytics with Parse, because you have all these. Yeah, it's a good question. It's one that we it's an obvious question that comes out. They are similar, but they do slightly different things. So Parse Analytics is a completely kind of tool that is very generic. So you can use it however you see fit in your app. You can customize it to do exactly what you want it to do. App Events is more around user behavior. So it's about tracking the specific things that a given user does in your app. And it is, it kind of has more use if you are then going to go on and use it for Facebook advertising. So if you're going to create these kind of cohorts of users and then advertise against them, that's where App Events is great. If you're just measuring the performance of your app, the number of, I don't know, songs in your app or hotels that you're tracking or reviews, that kind of thing, maybe Parse Analytics is the better tool. So they are very similar, but like pick the one that makes sense. And the fact is, both are free. So you can use both. And when we meet with mobile developers, they're using several analytics tools. Some of them are using Flurry, plus Google Analytics, plus Parse Analytics, plus App Events. And it's great because you can, it's good to benchmark different tools and to have several data sets. Just to follow up on this, is it possible for me to export App Events targeting to Parse, I don't know, push notification system? That's a good question. Yeah, it's a good question again. No is the short answer, but there is a longer answer. App Events provides you aggregate data, so you don't get to see, Julien aged 31, 32 in France did this thing in your app. You get to see these are the number of 30-year-old males that did this thing in your app. So you can't get specific user information that you could then use to send a push notification to. But if you have users that sign into Facebook, log into Facebook in your app, then you can get those specific user IDs. And if you had it set up correctly, you could import those into Parse to use for push targeting. So obviously, to protect user data, we only show aggregate data about users that do not log in, but users that do log in, you can target individually. Hi, we currently use Parse, and a month ago or so, it sort of went down for a little while. Is that something that you're fixing, of, and like the future of it? Thanks. Sorry. Yeah, sure. That's actually a great question. So obviously, I think sort of to clarify, or not to clarify, but to sort of expand on your question, when you're using an infrastructure as a service or platform as a service platform, it's super important that it has great uptime and reliability and performance. Particularly since you're not hosting it yourself, and you can't go in and make little changes and be the engineer behind it all. So to your question about, how is Parse doing, our reliability and performance, we have definitely had and experienced some downtime. We've had some issues in the past, and I would just say that our engineering team is spending a lot of time trying to fine-tune and improve these sorts of things. I know that, for example, our engineering team over the last 6 months has had a very specific directive internally to take, let's say, for example, every event and do what we call internally like a SEV evaluation. So every Friday, they talk about what issues might have happened during the week, how we can fix them specifically, and what we can do going forward to not have that problem. And actually, a lot of the time as well, we publish through either our status page, which is status.parse.com, a expanded version of this to explain what happened. Ultimately, it really sucks and is terrible when we do have downtime for us, but also specifically for you. I mean, if you think about what you're doing, you're trusting our platform, and we're failing you in those cases. So definitely apologize for that, but just know that we're working really hard. Just one other thing to add is recently, maybe about 3 months ago, the core Parse engineering team moved inside the larger Facebook infrastructure team. So this is the team at Facebook that have grown the website from
a million users in like Zuck's dorm room in 2004 to the 1.x billion users that use it today. There are engineers that are friends of mine who have been there for 8-9 years who, I mean, are the best in the world at doing this because they're the only people that have done this journey and they're now focused on Parse. So as Scott mentions, it sucks when it goes down. It's something that we hate as much, internally as you hate externally, and we're really focused on fixing it. Yeah, about the audience network, you mentioned that the CTR is great. Can you be more specific and maybe share with us some CTR or CPM numbers? We don't disclose numbers right now, but I just let you look at performance of Facebook ads on Facebook network. Let's take a step back and think that the quality of our targeting will be on your app. And of course it will be better. Because today, it's all about the context. So if you are using Le Monde app, the advertiser is just assuming that you are a CSP plus, 35 years old, living in a big city. But actually my mom is using the Le Monde app. And she's living in Brittany. And she is 60, and so it's not the right targeting. So in our case, we really know who we are targeting, so of course the CTR is much better. And when we compare today with AdMob, Mobcube, there is no discussion, not at all. And again, we are working with the big guys. I'm sure you are a big fan of Kim Kardashian app. Those guys are really happy with Audience Network. Hi there. You mentioned Facebook Start, for free license. Do you have a mentorship program, like an incubator, accelerator for startups that specifically create a product based on Facebook? So not specifically. We don't kind of incubate startups, you give them office space or anything like this. We do have an extensive partnerships organization which the 4 of us here represent, and plenty of others in all our offices. So if you have specific needs from the Facebook platform, from Parse, from advertising, from the login and sharing kind of stuff, then please be in touch with us, and we can put you in touch with the right contact, and they can work with you to get the best out of Facebook. Bonsoir. Moi, je voulais juste témoigner. Ça fait un peu moins de 2 ans qu'on fait du Parse. Ça marche bien. Ça n'a jamais bugué. On fait aussi du mobile ad install. On a des users à 2 centimes d'euros. C'est super. Tout ce que vous avez raconté ce soir, ça marche. Et on teste déjà le AppLink. Et puis voilà. Merci. Bravo, les gars. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment super, et c'est vraiment pour ça aussi qu'on est là. C'est pour avoir le vrai feedback du terrain. Et il y a des gens qui nous disent c'est nul parfois. Franchement, on le prend aussi. Parce que malheureusement, le produit, il a parfois des downtime ou autres. Mais après, on est tellement content de ces histoires-là. AppLink, on est super preneur aussi des cases. Parce que pour l'instant, on travaille avec les très gros. C'est bien, mais on veut aussi des acteurs un peu plus petits. Et c'est super important pour nous de montrer qu'il n'y a pas que Accor Group ou YouTube ou d'autres qui utilisent AppLink. Merci.